le cas le cas des CAP et des examens professionnels, dont les arrêtés dorment encore depuis des années, sans être traités. Il y a aussi le cas des décisions de nomination à des postes de responsabilité, dont certains dorment dans les tiroirs du ministère de l'Éducation nationale, et d'ailleurs, depuis 2020, il nous a promis qu'au 30 mai, il allait effectivement appuyer également ces instances-là, ou en partie. Il a aussi promis la régularisation des indemnités de compensatrices de surcharge horaire pour ce qu'on appelle les chargés de cours. Mais vraiment, nous avons une surprise agréable. Et nous avons été surpris par effectivement le taux record, le délai record, à travers lequel le ministre également a respecté scrupuleusement ses engagements. Et nous allons vous lister à titre indicatif quelques exemples. Pour ce qui concerne les CAP et CEAP, donc deux examens professionnels très importants pour la carrière des enseignants. Alors, sur un total de 6 740 cas d'enseignants concernés par ces diplômes-là, donc les deux confondus, il y a eu au moins un traitement de 4030 parmi ces cas-là. Et nous avons rencontré souvenez-vous, le 13. Donc du 14 à la fin du mois, il n'y avait jusque deux petites semaines. Deux petites semaines pour un travail aussi gigantesque, colossal. C'est inédit et très historique. C'est la raison pour laquelle cela correspond à un taux de traitement de 70% de ces cas-là, relatifs aux diplômes donc professionnels, les CAP et les CEAP. Alors, revenons encore sur d'autres cas de figure, à savoir le problème lié aux décisions de nomination. Vous savez, il y a des principaux, il y a des censeurs, il y a des directeurs d'école, il y a des intendants, il y a des surveillants généraux, tout un tas de postes à responsabilité, à incidence financière et de promotion professionnelle, mais dont les actes n'ont pas été pris depuis 2020. C'est grave. Mais en un temps record, si au moins 2357 cas concernés, le ministre, en moins de 2 semaines, a traité le cas de 1000 parmi eux, aujourd'hui qui sont en détention de leur décision de nomination, à leur poste de responsabilité dédié. Un autre cas de figure, concernant donc ce qu'on a appelé les chargés de cours, qui couraient derrière depuis au moins belle lurette pour obtenir des indemnités de surcharge horaire, compensation de surcharge horaire. Ils sont au nombre de 115, au moins le ministre, dans cette durée-là, ce délai aussi court de 2 semaines, a pu traiter au moins 100. Ce qui nous amène à un taux de traitement de 86%. Nous sommes dit que c'est vraiment extraordinaire. Alors, ce même ministre, vous allez voir dans le texte, également a mis l'enseignant au cœur du processus de transformation de l'éducation. Il a compris que l'intrant important, en amont comme en aval, effectivement, est l'enseignant. Investir sur l'enseignant, c'est investir pour au moins une performance à tout point de vue, une réussite totale
au bénéfice de nos potages. Alors, il y a des problèmes, c'est vrai. Quand il a fait ça, quand ils ont fait ça déjà, on a cité que quelques exemples, parmi tant d'autres. Ils ne sont pas limités à cela. Il y a aujourd'hui une mise sur pied d'un dispositif de diligence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il voudrait qu'effectivement, qu'il y ait des retards récurrents dans le traitement des dossiers des enseignants, soit également un vieux souvenir. C'est la raison pour laquelle un dispositif de vigilance, qu'ils ont appelé de vigilance, a été mis sur pied pour aider. Dès qu'on a un acte, effectivement que cet acte-là soit également mis en solde. C'est-à-dire travailler dans un link et une intelligence parfaite entre les ministères utilisateurs, qui est le ministère de l'Éducation nationale, et les autres ministères, à savoir la fonction publique, les finances, etc., etc. Ça, je crois que c'est à saluer et c'est révolutionnaire. C'est pourquoi, pour ne pas prendre trop de temps, nous voudrions, ce n'est pas du griotisme, ce n'est pas plonger dans la politique politicienne, mais nous sommes des syndicalistes qui voudrions, à travers cette conférence de presse, si on ne le faisait pas, vraiment, nous ne serions pas quittes avec notre conscience. Reconnaître le bienfait pour encourager l'autorité à aller davantage et mieux au-delà, c'est important. C'est la raison pour laquelle nous, tout en remerciant vivement le gouvernement pour le respect des engagements dont il a fait montre sur certaines questions, en un temps qui bat tous les records, nous lui réitérons la disponibilité et lui assurons tout le soutien indéfectible du G20 pour relever ensemble les défis qui assaillent les enseignants et l'école sénégalaise. Nous en appelons aux camarades syndicalistes, comprenez bien de qui je parle, mais aussi, par ailleurs, au Premier ministre et à son Excellence, au Premier ministre Ousmane Sonko, M. Ousmane Sonko, et à son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à prendre des décisions politiques fortes pour régler définitivement la lancinante question des enseignants décisionnaires. Cette question est aujourd'hui la priorité des priorités pour le G20. Elle est la priorité des priorités pour les enseignants. Elle est la priorité des priorités pour le système éducatif apaisé et équitable. C'est la raison pour laquelle nous osons espérer que notre appel sera entendu par son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour qu'on aille très vite, c'est urgent. Pour régler également cette question lancinante, cette problématique des enseignants décisionnaires. Alors, nous voulons, de manière tout à fait ramassée, vous dire que nous avons entamé déjà la relance du G20. Et pour ce faire, il y a des perspectives, mais de nouveaux paradigmes de portage des préoccupations des enseignants et de l'école. C'est ainsi que nous croyons que nous allons vers l'organisation de journées d'études ou des ateliers, si vous voulez, pour élaborer un argumentaire scientifique sur les questions relatives aux décisionnaires, à l'âge de la retraite optionnelle ou non, à 65 ans,
la révision des programmes et des curricula, la revue des examens et concours, dont certains parmi de la suppression de l'entrée en sixième, qui peut être très pertinent d'ailleurs, par ailleurs. Et les textes également qui régissent les agents de la fonction publique, dont les enseignants. Donc, comme nouveau paradigme, dans les démarches ou le portage des préoccupations du monde syndical enseignant, mais aussi de l'école, nous croyons qu'effectivement, ils seront dictés par les rapports, la continuation ou non des rapports, et nous souhaitons qu'elle continue, des rapports mutuellement avantageux entre l'État du Sénégal et les partenaires et les acteurs du système éducatif, dont nous, le G20. Donc nous allons aussi également travailler à matérialiser une chose importante, travailler dans le cadre de la création de passerelles ou de plateformes qu'on va appeler au moins un cadre de concertation des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation. Parce qu'il est important. Il faut qu'on se parle de temps en temps. Malgré l'appartenance pour chacun de nous à un cadre donné. Mais il faut trouver au moins des plages de convergence et de concertation. Pour amoindrir surtout les incompréhensions inutiles. Alors, nous avons des préoccupations, il y a beaucoup de revendications. Mais nous n'avons pas de toutes les revendications. Nous allons en cerner quelques-unes. Parmi celles-là, on en a parlé. La question des décisionnaires, je n'en reviens pas. Vraiment, elle est la première et la priorité de notre problème. Il faut que l'État, rapidement, au moins trouve des solutions les meilleures pour nos collègues décisionnaires. Aussi, nous pointons vers le mouvement national. C'est au cours de ce mouvement national que l'on procède à l'affectation, aux mutations des enseignants, à tous les postes, y compris les postes de responsabilité. Nous croyons que le G20 a sa place de manière minimale dans ce concert important. C'est la raison pour laquelle nous demandons au ministre de l'Éducation nationale, dans la logique de ce qu'il a déjà entamé, c'est-à-dire avoir une approche inclusive dans les rapports entre l'autorité et les partenaires sociaux, il doit également aller dans le sens de nous permettre de manière minimale d'être présents également à cette rencontre-là, qui est aussi importante pour les enseignants. Nous avons l'incidente question et récurrente question des permanents syndicaux. Ce n'est pas un luxe, les permanents syndicaux. On nous donne souvent comme argument qu'on va partir des critères. Mais avant qu'il y ait des critères, il y a un minimum légal qu'il faut donner à tous les syndicats légalement constitués en termes de permanents. C'est le minimum pour le fonctionnement d'un syndicat. Et le permanent syndical, son rôle est immense et extraordinaire. Parce qu'il permet également de booster le quantum horaire. Là où un enseignant aurait dû s'absenter pour aller traiter son dossier, c'est un permanent qui prend le même jour au moins des dizaines de cas d'enseignants entre différents ministères. Donc il permet du coup à cet enseignant, situé du tréfonds du Sénégal, de se déplacer pour s'absenter au moins pendant 5 jours pour venir traiter son problème à Dakar. Ce dernier mérite également respect et considération. Donc ce n'est pas un luxe. Nous voudrions, on nous dit qu'il y a trop de permanents. Mais non, il faut quand même que nous demandons au Premier ministre et à son gouvernement de procéder à un audit des permanents syndicaux. Et aussi à une définition d'un plancher et d'un plafond dans l'octroi de permanents aux syndicats d'enseignants. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on refuse de manière minimale des permanents syndicaux à des syndicats légalement constitués, alors qu'on en donne à l'appel et sans limite à certains syndicats. Donc cette question, elle est sérieuse.
Et tous les syndicats, même ceux qui sont en dehors du G20, sont dans le besoin impérieux, dans la demande d'octroi de permanents syndicaux de manière minimale. Nous avons un problème, un paradoxe. C'est vrai que quand on parle des différentes lois d'orientation, c'est de 91 comme la dernière, de 2004. Mais nous avons l'impression qu'il y a un paradoxe. On voudrait un système éducatif performant, au même moment, on néglige un niveau d'enseignement aussi important, qui est un soutien important pour l'élémentaire et même au-delà, même pour le moyen secondaire, c'est-à-dire l'éducation préscolaire, qui ne bénéficie jamais de plus d'1% du budget de l'éducation nationale. Quand il est temps pour que également le Djubanti et Djubal soient appliqués rigoureusement à ce niveau précis. Pour donner également à cette tranche d'âge de la population sénégalaise les chances les mêmes d'accéder à l'éducation préscolaire universelle. Donc les problèmes sont nombreux, mais vous allez également, à la lecture du texte introductif, voir l'ensemble des préoccupations. Nous en avons listé au moins 13. Mais pour que la lecture ne soit pas fastidieuse, c'est pourquoi au lieu de lire le texte, nous avons préféré dire le texte à la place. Voilà sur ce, sauf omission de ma part, ce qu'on m'a chargé également de porter à la connaissance, n'est-ce pas, de la presse et aussi de l'opinion nationale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ouais, je m'appelle Eng Mamoudou Mbaye Tamba. Je suis le secrétaire général du syndicat qu'on appelle CEPI, bien que aussi également coordinateur national du G20 depuis le 5 juin 2024.